Merci beaucoup, amis téléspectateurs de Amani TV. On va poursuivre la discussion qu'on avait commencée avec le professeur Oumar Dioum concernant justement les sciences, les technologies, mais également, surtout, pour parler de leur apport, n'est-ce pas, pour le développement du continent africain. Professeur, si on prend l'exemple du Sénégal, on remarque quand même un certain retard par rapport justement à la disponibilité des centres de formation. Par exemple, on n'a que peu de lycées techniques. Je crois qu'on en a 2 à Dakar, le lycée de la Fosse et le lycée Seydina Limamou Moulaye. À ce niveau, qu'est-ce qui doit se faire justement pour promouvoir ça me rappelle une histoire très ancienne. Nous, quand on a donc passé le concours d'entrée en 6e en 1959, j'avais 12 ans, ceux qui étaient orientés au lycée technique Maurice Delafosse, ils pleuraient parce qu'ils croyaient qu'on les dévalorisait, on les dévaluait, n'est-ce pas? Parce que c'était ça qui était dans la tête des gens, n'est-ce pas? Les gens préféraient être orientés vers les lycées d'enseignement général, voilà. D'ailleurs, les gens qui allaient à Delafosse, on les appelait les Watirahasou. Voilà. Parce que leur main était sale dans les ateliers. En fait, dans les pays les plus riches et les pays les plus développés, quand je prends un pays comme la Suisse, lorsqu'il y a 70%, n'est-ce pas, de taux d'échec vers l'enseignement général, n'est-ce pas, les gens s'en réjouissent parce que ces 70%-là, on les oriente vers l'apprentissage, les 30% vers l'enseignement général. Et puis après ça, n'est-ce pas, il y a peut-être certains qui, par des passerelles, vont rejoindre l'enseignement général. Ils ne sont pas très nombreux. Mais après, quand ils deviennent opérationnels, parce que le mot c'est opérationnel, c'est quand ils entrent dans le milieu du travail, ils deviennent opérationnels. Et dans le système d'ailleurs canadien et français, n'est-ce pas, ils ont ce qu'ils appellent le collège d'enseignement général et professionnel. N'est-ce pas, le cégep, le collège d'enseignement général et professionnel. Il y en a donc qui choisissent l'orientation professionnelle, et il y en a qui choisissent l'orientation donc générale. Ensuite, le baccalauréat est un diplôme qui a été, tout le monde peut le vérifier dans Internet, qui a été créé par Napoléon pour la France, pour les Français en 1808. Je répète, 1808. En 1808. Voilà. Le baccalauréat qu'on connaît là. Ah oui, le baccalauréat a été créé en 1808 par Napoléon. Alors, est-ce que le baccalauréat qui a été créé en 1808 par Napoléon est encore adapté à nos structures? Parce qu'il y a quand même un besoin de former des gens qui soient bons en sciences, en technologie, qui puissent vraiment... Il faut un métier. Il faut un métier. C'est ça. Il faut avoir un métier. Il faut avoir une connaissance qui est opérationnelle. Il faut avoir un métier. Et les sciences et technologies, en tout cas, offrent cela justement. Même en dehors des sciences et technologies, par exemple, il y a les métiers de l'histoire, par exemple. Les métiers de l'histoire. Qui sont des connaissances techniques qu'on pourrait apprendre. Absolument, il y a les métiers de l'histoire. La géographie aussi. Avec les applications. La géographie, en fait, c'est la science des militaires. La géographie aurait dû être à la faculté des sciences. Parce qu'en géographie, pour vous raconter une histoire, et qui est vraie, on est resté pendant presque un siècle ou plus d'un siècle pour pouvoir démontrer par simulation, démontrer entre guillemets, parce qu'on n'a pas à le démontrer de façon générale, de façon analytique, n'est-ce pas, que le nombre minimum de couleurs qu'il faut pour colorier une carte de géographie, sans que 2 pays contigus n'aient la même couleur, donc sans qu'on les confonde, le nombre minimum, c'est 4. 4 couleurs seulement suffisent. Ça s'appelle le théorème des 4 couleurs, le théorème de Gavry, en 1852. C'est en 1976 que un des mathématiciens de l'université de Chicago qui s'appelle Apple, ils avaient, par simulation, n'est-ce pas, par simulation, essayé de le démontrer. Parce que quand on démontre quelque chose, c'est quelque chose de général.
Il suffit d'un contre-exemple pour que ça soit invalidé. N'est-ce pas? Alors, donc, dans notre histoire, justement, dans cette affaire d'enseignement initiatique qu'on cachait, il y a un roi du Dahomey qui, quand il allait donc à la guerre, en fait, il avait déjà envoyé ses espions, n'est-ce pas, pour localiser où se trouvait l'ennemi. Mais il connaissait, lui, l'application de ce théorème-là des 4 couleurs. Et puis il se faisait entourer par ces magiciens, n'est-ce pas, et tout ça. Et puis il disait, l'ennemi est là. Et puis après, on disait, le roi... Alors que ce qu'il faisait, c'était de la science qu'il a connue. Oui, c'était le théorème des 4 couleurs qu'il appliquait. Et ça montre donc qu'il y a une certaine importance, en tout cas, de valoriser, disons, tous ces domaines. Non, parce que tout simplement, on a une conception erronée de l'histoire, parce que l'histoire, n'est-ce pas, il y a 2 aspects. L'aspect synchronique, c'est-à-dire l'aspect temporel, ce n'est pas la généalogie. L'histoire, ce n'est pas la généalogie. La généalogie fait partie de l'histoire. Et l'aspect diachronique, n'est-ce pas? L'aspect diachronique, c'est l'influence des événements les uns sur les autres. Les rapports qu'ils ont eus. L'influence des événements les uns sur les autres. La première fois que j'ai vu le mot diachronique, n'est-ce pas, dans un article écrit par le professeur Bokoum, auquel je rends hommage, qui est le père de l'archéologie du fer ici, le mot diachronique écrit par lui, je lui ai téléphoné pour le féliciter. Parce que l'aspect diachronique et l'aspect synchronique, n'est-ce pas? Et ça, c'est à Lausanne que j'ai appris ça. C'est à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. C'est dans l'histoire des mathématiques que j'ai appris, n'est-ce pas, les 2 aspects de l'histoire, l'aspect synchronique et l'aspect diachronique. Ah oui. Ah oui. Sinon, l'aspect synchronique, c'est de la récitation. L'aspect diachronique, donc il y a nous avons de grands historiens. Nous avons de très grands historiens, en dehors seulement de Cheikh Anta Diop. Moi, je ne suis pas un historien, je suis un historicien. Quelle est la différence entre historien et historicien? Historicien, donc celui qui m'a révélé le concept, personne ne peut discuter de sa qualité d'historien. C'est Théophile Obenga, dans un livre qu'il a publié en 1980 aux éditions Présence africaine, qui s'appelle Pour une nouvelle histoire. Pour une nouvelle histoire. L'historicisme. L'histoire, donc, vient du mot historia en grec, qui signifie enquête. C'est Sekene Modi Sissoko qui a dit ça dans la revue Afrique Histoire. Sekene Modi Sissoko, personne ne discute de sa qualité d'historien. Et l'historicisme, donc les 2 pères sont des Italiens, n'est-ce pas? Benedetto Croce, qui est né en 1866 et mort en 1952, et Carlo Antoni. L'historicisme se pose 2 questions. 1. À quoi sert l'histoire? 2. Qu'est-ce que faire l'histoire? À quoi sert l'histoire? Qu'est-ce que faire l'histoire? C'est ça les questions que se pose l'historicisme. L'historicisme, oui. À quoi sert l'histoire? Et qu'est-ce que faire l'histoire? Et en ce qui concerne l'histoire, disons, qu'est-ce qu'un historien maintenant, un historicien, disons? Non, un historien, c'est quelqu'un qui se pose ces 2 questions et qui travaille sur ces 2 questions. Justement, alors pour l'historien? Oui. L'historien, c'est l'enquête en statistique. La première courbe qu'on trace, quand on finit de faire une enquête, s'appelle un histogramme. Histogramme. C'est bien ça, non? Moi, j'ai été professeur de statistique en 1987 à l'École Polytechnique de Thiès. Et dans le mot histogramme, il y a la racine historia, qui nous ramène au mot historia, qui signifie enquête en grec, selon le professeur Sekene Modi Sissoko. Ça, c'est une leçon pour les statisticiens. C'est de l'ENSAE, de l'ANSD. Ah, je ne sais pas. J'espère que cela leur sera utile. Alors, mais j'ai une question, bon, c'est une digression, mais je vois que vous faites en tout cas il y a des liens que vous créez entre les différentes disciplines, oui, que ce soit l'histoire, oui, la géographie. Parce que dans l'école de Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas, il y a 2 choses qu'il faut. Il faut, je dirais, l'audace
n'est-ce pas? Et l'interdisciplinarité. L'audace et l'interdisciplinarité. Oui, il faut s'intéresser à tout. Il faut s'intéresser à tout. Et ce qui rejoint, donc, en fait, l'approche du professeur Antonio Damasio, n'est-ce pas, qui a démontré qu'il existe 9 formes d'intelligence. 9, par exemple, 9 formes d'intelligence. Par exemple, quand on dit en wolof, am xel, c'est une forme d'intelligence. Xam nit, c'est une autre forme d'intelligence. Mousse, c'est une autre forme d'intelligence. Et je peux continuer ainsi. C'est vrai. Et il faut valoriser toutes les formes d'intelligence pour pouvoir donc aller de l'avant. Et dans l'approche pédagogique, on sait que dans une salle, on ne peut pas avoir en tout cas une classe, disons, en tout cas une forme, c'est homogène. D'ailleurs, pour vous répondre, Hydro-Québec, qui est la plus grande compagnie au monde en hydroélectricité, dans la production d'eau par l'énergie électrique. Hydro-Québec, qui a le plus grand... Pardon, dans la production de l'électricité par l'eau ou de l'eau par... De l'électricité par l'eau, par des barrages. Ok. N'est-ce pas? Il y a le grand barrage de la baie James qui est bien connu. Hydro-Québec qui a le plus grand centre de recherche en hydroélectricité au monde, n'est-ce pas? Hydro-Québec, c'est le plus grand centre de recherche en hydroélectricité au monde. Mais la devise d'Hydro-Québec dit que plus que du talent ou du génie, l'excellence naît de l'effort. Plus que du talent et du génie, l'excellence... Plus que du talent ou du génie, l'excellence naît de l'effort. Il croit donc en l'effort. Oui. L'excellence naît de l'effort. Alors, et dans une classe où on sait qu'il y a... C'est homogène, il y a plusieurs, comme vous avez dit, types d'intelligence qui se confrontent. Quelle doit être l'approche donc pour faire passer en tout cas le message? Mais c'est toujours clarifier. C'est toujours clarifier, n'est-ce pas, le message. Il faut que le message soit accessible, n'est-ce pas, à celui qui est le plus moyen de la classe. Puisqu'on les recrute déjà par concours, ça veut dire déjà qu'on les a déjà sélectionnés. Mais jusqu'à quand va-t-on les sélectionner? Donc l'objectif n'est pas forcément de les écraser, mais de les évaluer. Mais c'est ceux qui sont excellents dans le système actuel, mais n'ont pas besoin de professeurs. Ils n'ont pas besoin de professeurs. Ils peuvent rester chez eux et prendre des livres et apprendre tout seuls, même si leurs parents sont analphabètes. Ceux qui sont très bons aussi, ceux qui sont bons aussi, ceux qui sont assez bons aussi, ceux qui sont moyens aussi. Et en vous parlant de mon cas personnel, quand j'étais à l'école primaire, mes parents n'étaient pas ici, au Sénégal. J'étais avec ma grand-mère paternelle, qui était teinturière. Elle teignait, n'est-ce pas, des tissus, et puis elle les vendait. Donc, elle vendait, ou bien elle donnait à crédit. Donc, elle savait calculer, mais elle n'avait jamais mis les pieds à l'école. Eh bien, c'est elle qui m'a appris, n'est-ce pas, la soustraction avec retenue. La soustraction avec retenue. Oui. Dans l'abstrait comme ça, moi j'étais très bavard, je bavardais avec un camarade de classe, on était au CP1, donc la deuxième année de l'école primaire. Je n'avais pas entendu ce que la maîtresse avait dit. C'était 20 moins 3 ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? 3 au T2, 10, il reste 7, je pose 7 et je retiens 1, etc. Mais je n'avais pas compris du tout, parce que je n'avais pas écouté. Quand je suis revenu, à l'époque,
on nous disait dans la main, on nous tapait à la main, etc. Quand je suis revenu, elle m'a dit, mais Oumar, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es en train de pleurer? Je lui ai dit, mais maman, la maîtresse m'a demandé, donc on a envoyé un enfant, donc acheter quelque chose pour 3 francs, on lui a donné 20 francs. Et puis donc combien il reste donc à son retour? Alors mais ma grand-mère m'a dit, mais est-ce que toi tu réfléchis? Est-ce que tu es vraiment intelligent? Pourtant tu es toujours premier. Mes parents étaient loin, mon oncle qui a fini inspecteur principal de l'enseignement primaire n'était pas là. Et puis elle m'a dit, mais est-ce que tu penses, est-ce que tu réfléchis un peu? Je lui ai dit, mais oui, je réfléchis. Elle m'a dit, non, tu ne réfléchis pas. Parce que si tu réfléchissais, mais les 3 là, tu les enlèverais. On t'a dit, Nyar Fouk, 2 fois 10. Tu les enlèverais dans des 10, il en resterait 7, et tu les ajouterais. N'est-ce pas? C'est un raccourci, mais qui quand même est accessible. Et c'est ce qui explique que mon premier doctorat que j'ai eu en 1978 en France, à la première page, c'est à elle, et à elle seule que j'ai rendu hommage. C'est quand même mérité. Oui. Parce que c'est elle qui m'a fait comprendre. C'est après que j'ai réalisé la différence entre l'intelligence et l'instruction. Parce que c'est elle qui a pris aussi l'initiative de mettre mon père à l'école et de mettre mon oncle à l'école dans les années, d'abord mon père en 1929, mon oncle dans les années 1948, pour quelqu'un qui n'avait jamais mis les pieds à l'école française. Alors ça m'a profondément marqué. Voilà. Alors, et pour en revenir justement à l'enseignement des sciences et des technologies, oui. L'Afrique est en retard, on le dit souvent. Alors, on sait que lorsque Internet faisait en tout cas son apparition, je me souviens des articles en tout cas que j'ai lus sur le mythique Asana, en tout cas c'est Métissakana, oui. Métissakana, oui. Oui, Donc oui. qui étaient des formes de cybercafé. Oui, mais oui, on était oui. en retard par rapport à l'adoption d'Internet. Là, il y a l'intelligence artificielle qui vient, on Oui. est également en retard. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on est en retard? Par rapport à Parce que nous avons des chercheurs de ce niveau-là qui travaillent dans ces pays-là, pour ces pays-là. Et donc vous expliquez là, si je vous comprends bien, que peut-être le retard, c'est par rapport à... En tout cas, c'est pas au niveau de nos intellectuels, puisqu'ils contribuent là-bas. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Nous avons ici des jeunes qui fabriquent des drones. Oui. Nous les avons. Je sais qu'au niveau de Dakar, Dakar University of Science and Technology, DAUT, il y a des initiatives. Ensuite, la Corée du Sud, pendant 30 ans, de 1962 à 1992, pour nous produire des produits de qualité exceptionnelle comme Hyundai, comme Daewoo, n'est-ce pas? Ils ont fermé leurs frontières, n'est-ce pas, à toute importation d'automobiles étrangères. Nos mécaniciens que nous avons ici, là, qui sont absolument analphabètes en français, ils sont absolument capables de fabriquer des voitures. J'ai déjà vu d'ailleurs une invention d'une voiture d'un jeune, n'est-ce pas, qui a conduit sa voiture depuis je ne sais pas combien de kilomètres jusqu'à Dakar. Et nous avons ici des gens qui réparent des téléphones, des téléphones portables sans avoir jamais mis les pieds à l'école. Ce qui confirme encore, n'est-ce pas, les 9 formes d'intelligence. Oui. Et ce qui confirme aussi ce que vous dites, que l'intelligence et l'instruction... C'est ça. Voilà. Donc il faut encourager donc, ces créateurs-là, parce que ça, ce sont des créateurs. Alors là, on parle également d'énergie renouvelable. Oui.
il y a... Mais ça, Cheikh Anta Diop, dans son livre, n'est-ce pas, ça tombe bien, c'est le 50e anniversaire de son livre, n'est-ce pas, de la réédition de son livre de 1960, Les fondements économiques et culturels d'un futur État fédéral d'Afrique noire. Mais Cheikh Anta Diop parle dans ce livre-là en détail de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'énergie marémotrice. Il parle de toutes ces énergies-là. Il ne parle pas du biogaz. Là-dedans, le biogaz, moi j'en ai appris l'existence par un de mes collègues qui a introduit l'enseignement du biogaz à l'école polytechnique de Thiès en 1985 et qui est à la retraite, donc qui a enseigné à l'école inter-état d'équipement rural à Ouagadougou, qui est à la retraite, qui a un bureau d'ingénieurs où il y a 80 ingénieurs qui l'emploient. Ensuite, personnellement, j'ai travaillé sur un projet comme membre de la Société sénégalaise des scientifiques et ingénieurs au Canada, vous l'avez bien vu là, sur un projet, n'est-ce pas, où nous avons travaillé avec une association paysanne dans le Wallo qui s'appelle la SESCAV, n'est-ce pas, la SESCAV. Et donc nous avons travaillé avec eux et puis on a donc fait venir un technicien donc québécois qui a travaillé avec eux. L'huile de pourgère, la fameuse huile de pourgère qu'on appelle tabanani en wolof, qu'on appelle barani en bambara, n'est-ce pas? On a fait fonctionner un moteur à l'huile de pourgère, n'est-ce pas? On l'a fait fonctionner, ce moteur-là, parce que 30 à 40% du lac de Guiers, n'est-ce pas, était donc envahi par la Tifa. Et le bétail ne pouvait pas, n'est-ce pas, donc, boire, n'est-ce pas, cette eau-là. Et puis les poissons ne pouvaient pas se reproduire. Nous avons fait tout ce travail-là et c'est sorti dans la presse. Donc, Alors, et jusqu'à présent, quand même, malgré tout, en tout cas, toutes ces potentialités, au Sénégal, on a toujours des villages, des zones qui ne sont pas électriques, qui ne bénéficient pas, en tout cas. Oui, mais ça, c'est quelque chose, je dirais, qui est de la responsabilité de chaque Sénégalais. Chaque Sénégalais doit apporter sa pierre à l'édifice pour que ça... Mais quand même, vous croyez que c'est possible et que... Absolument, 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 absolument. Parce que jusqu'à présent, quand on reçoit par exemple, des échos de quelques villages où pour apprendre les enfants, en tout cas se regroupent dans une seule lampe pour tout un village, etc. Oui, oui. C'est quand même écœurant, sachant que là, on a de l'électricité à profusion. Bon, je me dis... Oui, mais de toute façon, c'est déjà, même avec une seule lampe, c'est déjà bien qu'ils aient la volonté d'apprendre. Même avec une seule lampe. Peut-être qu'il y a un Einstein potentiel parmi eux là-bas. Mais donc c'est une bonne chose de signaler ça, que votre télévision, Amani TV, donc signale cela. Parce que c'est une réalité dans plusieurs régions. Mais cela demande donc la contribution de chacun et puis la participation de chacun pour donc améliorer la situation, pour aller de l'avant. Il faut être optimiste. Il faut faire le pari de l'optimisme. Le pari de l'optimisme. Alors, professeur, vous avez également fait des études, en tout cas, sur les algorithmes. Oui. Alors, concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous croyez quand même qu'avec nos écoles, en tout cas qui forment des informaticiens, on peut s'attendre quand même à des réalisations extraordinaires de la part des Africains? Mais absolument. On a déjà fait nos preuves ailleurs. On a déjà fait nos preuves ailleurs. On n'a pas déjà fait nos preuves ailleurs. Et dans tous les domaines. Et depuis très longtemps. Et je viens de découvrir il n'y a pas longtemps, et je voulais envoyer d'ailleurs Francis Williams, n'est-ce pas, qui a travaillé avec Isaac Newton, que tout le monde connaît. Et dans tous les domaines. Donc ça c'est
le seul problème, c'est peut-être d'essayer de récupérer les gens pendant qu'ils sont encore assez jeunes, n'est-ce pas? Vous avez évoqué tout à l'heure quelque chose que les gens souvent décrivent comme fuite des cerveaux, nos intellectuels là, qui sont là-bas et qui, en tout cas, participent à promouvoir, disons, la connaissance en tout cas pour les autres continents, en tout cas, au détriment non, parce que les autres aussi ont une population qui est vieillissante, n'est-ce pas? Qui est vieillissante, ça c'est une chose. La deuxième chose, ils ont besoin, effectivement, en 1988, j'avais lu dans le Monde diplomatique un article donc, du chercheur camerounais qui disait que, en fait, on sous-estimait le nombre de chercheurs qui contribuaient à l'essor et au développement de l'Occident. On disait qu'il y avait 100 000 chercheurs, alors qu'en fait, il y en avait beaucoup plus, infiniment plus, et qu'on ne connaît pas. Par exemple, vous ne connaissiez pas le professeur Alois Kadima, qui est dans mon livre, là, n'est-ce pas? Qui a inventé la première imprimante électronique du Québec en 1982 et qui a enseigné la robotique de 1970 à 1998 à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui vient du Congo-Kinshasa, qui est arrivé donc là-bas en 1970, n'est-ce pas? Donc il y a un effort à faire. Il y a parmi les gens qui sont ici actuellement des gens qui sont actuellement, donc depuis quelques années, qui sont là, qui sont revenus, et qui essayent d'apporter leur contribution. Et par rapport à ces apports, en tout cas en astronomie, on a noté récemment des produits, en tout cas des exploits d'ingénieurs sénégalais. À ce niveau, vous avez des commentaires? Non, je m'en réjouis. Je m'en réjouis, comme je me réjouis donc exactement de ce que j'avais déjà vu avant, donc de cette élite lancée par le Ghana, le Kenya, où j'ai déjà été. Non, je m'en réjouis. Et quels peuvent être peut-être les fruits de ces différentes, en tout cas, affirmations des pays du continent sur ce plan scientifique? Non, mais ça peut aller même au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ça peut aller au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, parce que la population, donc, est beaucoup plus jeune aujourd'hui. La population la plus jeune dans le monde, je crois que c'est la population d'Afrique subsaharienne. Ou bien d'Afrique, tout simplement, d'Afrique subsaharienne. Mais, attention, c'est-à-dire que, attention à ne pas sombrer aussi dans le désespoir, comme par exemple Gaston Kiechman, qui est un écrivain camerounais, qui, il y a quelques années, avait dit que si certains dirigeants africains continuent donc à gérer leur pays comme ils les gèrent, il se demandait si les vaisseaux de la traite négrière revenaient, si les gens n'allaient pas se bousculer pour payer, pour aller, pour devenir pour s'offrir même pour s'offrir même donc, comme esclaves. Et donc, il y a la responsabilité de nos gouvernants. Il faut redonner, de l'espoir. Il faut redonner de l'espoir. Il ne faut pas désespérer, il faut garder l'espoir. Il faut redonner de l'espoir. Il faut galvaniser donc, la jeunesse. Il faut redonner de l'espoir. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes au terme de cet entretien. Merci. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, merci.
Merci. Merci également à vous, amis téléspectateurs de Amani TV. On vous donne rendez-vous très bientôt pour poursuivre ces réflexions, toujours dans le sens d'apporter en tout cas des éléments de réponse à notre besoin de développement pour le continent. À très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique.